Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va donner la parole à Clément Leclerc. Bonjour Clément. Bonjour Thibaut. Bienvenue, créateur de Gameflow, qui est une société d'édition grenobloise de jeux de société et de livres-jeux qui s'illustre par sa créativité. On verra ça tout à l'heure avec notamment ce dernier volume d'une série originale qui vient de sortir. Avec nous également Isabelle Hanné. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes mannequin senior. Vous allez nous prouver qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer ce métier et pour participer également à des concours de Miss. Voilà. À côté de vous, Olivier Cogne. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous ne participez pas à des concours de Miss, vous? Non, pas à ma connaissance. Vous êtes le directeur du musée dauphinois à Grenoble, un musée plus que centenaire qui collectionne en ce moment les expositions. C'est donc l'occasion de faire un focus sur ce bâtiment, cet emblème, on peut dire, du patrimoine grenoblois. Alors, je l'espère. Je pense qu'il est considéré comme tel par les habitants de ce département, qu'il est une maison ancienne, 115 ans d'existence, 116 ans même cette année, 2022, et qu'il participe pleinement à la vie culturelle de notre territoire. Oui. On le voit là avec ces bulles qui passent pratiquement au-dessus du musée. Il est situé entre les quais de l'Isère et puis la cité du Rabot au-dessus. C'est un ancien couvent à l'origine? Oui, il faut partir du principe que tout le monde ne le connaît pas, donc je vais un peu le décrire. Il est situé sur les hauteurs de la Bastille avec un point de vue quand vous gagnez les terrasses qui est absolument exceptionnel, avec une lecture de la ville et de son histoire, mais aussi des montagnes environnantes. C'est un ancien couvent du XVIIe siècle qui a été fondé lors de la Visitation. La pose de la première pierre, nous l'avons célébrée il y a 2 ans de ça, c'est 1619. On doit l'existence de ce couvent à 2 personnes, un homme et une femme, François de Sales et Jeanne de Chantal, qui ont fondé cet ordre de la Visitation et ont bâti à Grenoble au moins 2 couvents, donc Sainte-Marie d'en Haut, où se trouve le musée dauphinois désormais, et un autre lieu culturel de la ville qui est le théâtre Sainte-Marie d'en Bas. Qui se trouve en centre-ville, près de la place Notre-Dame. Rien que pour le site, le lieu, vous parliez notamment de ces jardins, ça vaut le détour, la balade. Il y avait un projet d'aménagement d'ailleurs des jardins, c'est toujours d'actualité? Qui est toujours d'actualité. C'est un musée départemental donc qui appartient à un réseau de 11 musées départementaux, ce qui n'est pas rien, il faut le rappeler, parce que c'est une collectivité qui a beaucoup investi dans le domaine culturel, avec notamment ce musée dauphinois, et un projet de réaménagement des jardins qui est attendu depuis très longtemps, et par l'équipe du musée, mais aussi par les habitants du territoire, je pense qu'ils connaissent le lieu, de façon à embellir cet endroit, à permettre à la fois de développer l'action culturelle dans les jardins, mais aussi tout simplement aux personnes de pouvoir se promener, se distraire aussi, on y reviendra, avec des éléments de jeu, et puis de pouvoir se reposer tout simplement sur un mobilier adapté. Et donc, il y a un projet qui est prévu et qui devrait, si tout va bien, s'engager à la fin de cette année. Voilà, je croise les doigts, nous sommes quasiment au point d'aboutir. Bon, c'est un site magnifique qui est un peu gâché, il faut le dire quand même, depuis quelques années, par une verrue juste au-dessus de vos têtes. On la voit là en image. J'imagine que c'est pas agréable pour vous de regarder ça, Olivier. C'est pas très agréable, en effet, parce que visuellement, on peut pas dire que ce soit très esthétique. C'est l'ancienne fac de géographie et de géologie de Grenoble, à l'abandon depuis des années. Exactement. À l'époque, on imaginait, pour faire un peu d'histoire, que le nouveau campus universitaire puisse être bâti sur la colline de la Bastille, qui était le projet des années 50, et qui, heureusement,
on peut le dire aujourd'hui, n'a pas été réalisé. Voilà, ça aurait été quand même dommageable pour cet espace naturel qui est assez exceptionnel. Donc oui, c'est pas idéal comme environnement, mais vraiment venez non seulement pour les expositions dont on va parler, mais pour ce site qui est classé monument historique, je ne l'ai pas dit, donc qui a été reconnu aussi par l'État pour sa qualité exceptionnelle. Bon, alors, il faut marcher un petit peu, il faut monter un tout petit peu pour accéder au musée dauphinois. On peut y aller en vélo si on a des jambes. C'est pour ça que vous avez consacré une expo aux deux roues depuis quelques mois. C'est pas forcément lié à ça, mais vous pouvez effectivement venir en vélo par la rue Maurice Ginoux pour les plus courageux ou affronter les 250 marches de la montée Chalmont à pied. C'est vrai que l'accès n'est pas évident, mais au bout du chemin, ça vaut vraiment le coup. Je peux vous l'assurer pour ceux qui n'ont pas encore visité l'endroit, qui est un musée gratuit aussi, il faut le rappeler. Et alors, quant à cette exposition sur le vélo, elle est liée tout simplement à un territoire qui est marqué depuis longtemps par la présence du vélo en tant que mode de transport, par des courses que vous connaissez, le Tour de France étant la plus célèbre de ces courses, le Critérium du Dauphiné libéré et puis bien d'autres. Mais au-delà du sport, c'était de pouvoir témoigner de notre attachement, de l'attachement des individus tout au long de leur existence à cet objet vélo qui n'est pas un objet ancien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque le vélo est historiquement à peu près 200 ans d'existence, qui, au regard de l'histoire de l'humanité, n'est quand même pas non plus très important. Donc c'est de pouvoir, comme le témoigne le nom de l'exposition, montrer combien il a pris de l'importance dans nos existences, que l'on soit petit, plus grand, et que l'on soit sportif ou pas. On voyait, pendant que vous parliez, des images d'Hubert de Bedou, qui était le maire de Grenoble dans les années 70, qui avait inauguré les premières pistes cyclables dans la ville. Voilà. Alors on prête même à la ville de Grenoble, à l'époque, d'avoir ouvert les premières pistes cyclables de France. Voilà. Je ne suis des précurseurs nationaux. On prête, on va le dire, allez, on prête au territoire, vous savez, on n'est pas tellement chauvin, hein, on fait très attention parce qu'on s'entoure à chaque fois de... Là, c'est l'historien qui parle. Moi, voilà, mais vous avez raison, Thibault, et vous êtes dans votre rôle. Et nous, voilà, de déconstruire un peu le mythe, qui est très intéressant aussi, ce mythe local. Et nous ne sommes pas allés observer ailleurs si des pistes cyclables avaient été ouvertes avant celles de Grenoble. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une précocité de cet usage dans notre territoire, c'est certain. On voyait aussi une tenue des années 80 flashy, c'était le VTT qui a fait son apparition en France dans ces années-là. Je crois que la première Coupe du Monde a même eu lieu sur notre territoire à Villard-de-Lans en 1987. Il y a beaucoup de vélos bizarres qui ont été inventés en Isère. Oui, on a la chance d'avoir dans les collections du musée Dauphinois, vous savez, des objets extrêmement divers. Nous avons bien évidemment des objets qui sont liés au passé agricole, au passé artisanal, industriel de notre territoire. Mais nous avons aussi une petite collection de cycles, avec notamment un grand bi qui est à l'entrée de cette exposition. Le grand bi n'est pas né en Isère, mais nous avons en tout cas des pièces assez exceptionnelles qui ont été aussi prêtés par des privés, un vélo chopper notamment, qui est un vélo customisé que le visiteur pourra aussi découvrir. Peut-être qu'on l'a dans les images qui sont présentées, avec, vous voyez, des formes extrêmement diverses, des vélos qui sont très artisanaux pour certains, et fabriqués à la fois par des grandes marques, mais aussi par des petits ateliers. Et ça a été aussi pour nous l'occasion de travailler avec tout ce milieu du vélo à Grenoble, qui est extrêmement riche, avec en particulier ces ateliers de réparation qui font vivre les vélos de façon quasiment infinie. Ils leur offrent une deuxième, troisième vie et changent de propriétaire. Donc voilà, il y a aussi sur le plan éthique et environnemental quelque chose d'intéressant à raconter par rapport à cela. Alors, vous parliez du Tour de France, Olivier. Il y a un maillot jaune qui est exposé dans le musée dauphinois, on va le voir là. 1919, c'est le premier, c'est ça? Oui, alors là, on peut le dire, effectivement. Il n'y avait pas de pub d'ailleurs à l'époque. Assurément. Sur les maillots. Et sans marque sur le maillot. C'est une réplique, je tiens à préciser. Ah, c'est pas l'original? Mais une réplique tout à fait fidèle à l'original, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette réplique ce maillot jaune à l'époque a été porté pour la première fois à Grenoble, ce fameux maillot jaune,
par Eugène Christophe, qui plus est par un Français, et a été donc décerné à Grenoble même. Ça a été d'ailleurs marqué il y a 2 ans, puisque c'était un événement qui n'était pas anodin pour le centenaire. Voilà, donc c'était important de rappeler ce fait. Et puis nous avons, entre autres éléments présentés, un vélo que Bernard Thévenet, coureur très ancré dans notre région, qui est un dauphinois d'adoption, qu'il a bien voulu nous prêter parmi les vélos qu'il a conservés. Bernard Thévenet qui a gagné 2 fois le Tour de France, donc il connaît bien le maillot jaune, il l'a porté à de nombreuses reprises, puis il en a une petite collection encore chez lui à Saint-Imier. C'est une expo où on peut également pédaler. Hein? Oui. C'est ça. Vous savez que... C'est pas vous, là, mais ça pédale sec quand même dans vos équipes. Non, ce n'est pas moi. Je l'ai essayé, cette machine à vélo. Alors, elle est quand même réservée plutôt aux enfants, mais c'est une machine qui a été conçue spécialement pour cette exposition. Vous savez qu'on essaie d'innover, d'expérimenter les formes. Une exposition, c'est ça, hein, c'est de donner du plaisir aux visiteurs. C'est un vrai terrain de jeu. C'est comme ça qu'on envisage une exposition et j'espère que nos visiteurs s'y retrouvent. Et on essaie de créer de l'interactivité. Je me tourne vers votre invité qui connaît particulièrement bien ce sujet-là, du jeu, et de rendre ludique nos projets. Et je crois que les visiteurs prennent plein plaisir à utiliser ce dispositif, qui est un dispositif fragile, qui a été conçu vraiment tout spécialement pour le projet, avec la mécanique qui est derrière. Je ne sais pas si on l'a montré à l'écran. On a vu le petit personnage qui se déplace sur la carte au rythme du pédalage. Voilà, qui est la face visible, mais de l'autre côté, le visiteur peut découvrir tout le mécanisme, tous les engrenages qui montrent comment le coureur peut avancer. On ne va pas tout leur montrer, il faut qu'ils aillent justement voir. Allez, venez découvrir. Au musée dauphinois, tous ces petits secrets autour de l'expo. Est-ce qu'on peut la visiter en vélo ? Alors, on ne peut pas la visiter en vélo. Non, ça, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Ne donnez pas des idées de choses que nous ne pourrions pas proposer à nos visiteurs. Non, mais, vous êtes sûr, Olivier, qu'on ne peut pas la visiter en vélo ? Regardez. Ah, effectivement, oui, pour ce joli spot réalisé par les Mondaines. Un petit clin d'œil aux Mondaines qui avait réalisé un clip de la visite en vélo, mais bon, je pense que effectivement, vu la configuration du musée dauphinois, c'est pas le plus simple. À titre exceptionnel, ça avait pu se faire. Bon, c'était Tiffaine Maillot qu'on a vu sur ces images. En tout cas, on peut venir la visiter en famille. Vous l'avez dit, c'est gratuit. On en a encore pour quelques mois, jusqu'à l'été, jusqu'au début de l'été. Oui, vous pouvez en profiter jusqu'au 4 juillet. Puisque c'est une exposition temporaire avec beaucoup de prêts, donc une exposition très engageante, et nous allons devoir restituer malheureusement les pièces qui nous ont été prêtées. Même le maillot jaune, y compris le maillot jaune qui n'appartient pas au musée dauphinois, mais vous avez encore quelques mois pour la découvrir. Bon. En parallèle, vous venez d'ouvrir une autre exposition, parce que c'est grand le musée dauphinois, donc on peut avoir des salles dédiées consacrées à l'Amazonie. Alors là, on est très loin du Dauphiné. Oui, vous savez, le parti pris du musée dauphinois de quitter régulièrement les Alpes. Pour nous, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle musée dauphinois que nous sommes cantonnés au Dauphiné, si tant est que ce nom résonne encore aujourd'hui. Le Dauphiné historique, pour petit rappel, c'est l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes. Un territoire administratif qui cesse d'exister en 1790. Aujourd'hui, le Dauphiné résonne encore un peu, surtout dans la gastronomie, et peut-être avec le musée dauphinois, mais depuis longtemps, nous avons pris le parti de quitter les Alpes régulièrement à travers nos expositions pour nous intéresser aux cultures d'ailleurs. C'est une façon pour nous de défendre la diversité culturelle à notre échelle, depuis Grenoble, et puis de montrer aussi comment notre monde évolue à l'échelle de la mondialisation et comment les pratiques traditionnelles sont en passe aussi de disparaître sur tous les continents. Donc c'est une sorte d'alerte que nous lançons à chaque fois sur ces projets en disant prenons garde à ce qui se passe à l'échelle de la planète, parce que les traditions que nous pouvons encore apprécier aujourd'hui, notamment en Amazonie, avec les pièces qui sont présentées actuellement, risquent de ne pouvoir être représentées que dans des musées demain. Voilà, donc il y a un risque de folklorisation et de muséification de ces traditions qui sont encore vivantes en Amazonie. Et c'est ce dont on a voulu témoigner à travers ce projet. Voilà, Amazonie Forêt Monde, c'est en cours également au musée dauphinois.
Là aussi, hein, il y a des petits ateliers ludiques. Enfin, ça reste ouvert à un public assez large dans la conception de l'exposition. Exactement, avec un public familial qui, je pense, s'y retrouvera, hein, petits et grands, et avec une collection exceptionnelle que vous voyez à l'écran. Cette exposition doit à un prêteur, hein, qui est notre principal partenaire, le musée d'histoire naturelle de Lille, qui a accepté à titre exceptionnel de nous prêter quelques 70 pièces de ces collections, et pas des moindres, hein. Vous avez vu ces grandes parures avec ces plumes colorées. Donc ce sont des pièces très fragiles. Donc je me dois de saluer ce partenaire, parce que sans lui, ce projet n'aurait pas pu aboutir. Bon, et si on n'en a pas encore assez, il y a une œuvre étonnante à découvrir en ce moment dans les jardins du musée. On la voit là, c'est assez surprenant. Écorcé, qui porte bien son nom, cette œuvre. Certains visiteurs nous ont dit: mais qu'est-ce que c'est? C'est un dragon, un serpent? On leur répond: mais voyez ce que vous voulez, en réalité, parce que le geste de cet artiste, c'est ça, c'est nous donner la possibilité de laisser libre cours à notre imaginaire, avec une œuvre qui fait écho à l'exposition Amazonie, et dans le cadre d'une résidence, hein, qu'il a réalisée, Simon Hogade, au musée dauphinois, du mois de septembre au mois de décembre dernier, et à l'occasion d'une manifestation que portait le département d'Isère, qui continue, qui est l'appel de la forêt. C'est une façon aussi pour nous de célébrer l'importance des espaces forestiers dans notre région, de célébrer ces espaces naturels, en donnant la possibilité à un artiste, Simon Hogade, qui n'est pas dauphinois, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ostracisme chez nous, hein, qui est breton, de pouvoir concevoir cette œuvre qui n'a pas nécessité de couper des arbres, hein. Je le précise au passage, mais pourtant, on l'a vu avec sa tronçonneuse, là, mais c'était... Oui, mais ce sont du bois récupéré dans des scieries de l'Isère qui n'étaient pas destinés à être utilisés. Donc il y a aussi pour nous cette question-là qui est importante, hein, respectueuse de l'environnement, ce qui est logique quand on s'engage dans un projet comme celui-ci, où on célèbre la forêt. Voilà. Donc c'est une résidence d'artistes qui aboutit à ce travail, et c'est une œuvre éphémère, je dois le dire quand même, qu'elle est appelée à disparaître, parce que beaucoup de visiteurs nous disent: mais c'est formidable, il faut la garder. C'est assez beau, n'est-ce pas? Tout simplement pour apprécier le côté esthétique, et elle est chez nous jusqu'à l'automne. Voilà. Ça veut dire que Simon, là, qu'on voit en train d'apporter ses derniers clous et coups de marteau, il va revenir pour tout démonter. Comment vous allez enlever une œuvre comme celle-là où on fait un grand feu de joie, c'est ça? Alors, non, nous ne ferons pas un grand feu de joie. Dommage. Nous éviterons de faire cela à côté des bâtiments monuments historiques. Mais nous emploierons évidemment à démonter ça dans les règles de l'art. C'est le travail que nous laisse Simon, en revanche, qui a bien travaillé de son côté. Donc il est normal que nous prenions notre part dans cet ouvrage. Donc voilà. Et en raison du projet de réaménagement des jardins dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi pour cela que cette œuvre va être donc détruite. Elle n'est pas appelée à être représentée ailleurs. Bon. Alors, puis ça doit être compliqué pour un artiste de venir casser son œuvre, donc j'imagine qu'il vous laisse le soin de faire ça comme vous le voulez. Il y a encore toute la fin de la saison pour admirer cette œuvre surprenante. Il y a également, vous le disiez, des événements qui vont venir rythmer les prochains mois, et notamment la musique, hein, qui s'invite dans ces jardins et dans ce site patrimonial. Oui, parce que vous le disiez, le musée dauphinois, ce ne sont pas que des expositions, ce sont des jardins aussi avec un point de vue extraordinaire, et qui seront encore plus agréables, je pense, demain. Et puis une programmation tout au long de l'année, avec des rendez-vous qui se tiennent généralement quand il fait un peu plus froid dans la chapelle baroque du musée dauphinois, qui est un lieu somptueux, qui est également classé. Et puis dans les jardins, quand il commence à faire un peu meilleur, nous avons une programmation notamment musicale, avec des rendez-vous réitérés chaque année, en particulier les détours de Babel, qui font bien le lien justement avec cette idée de diversité culturelle que nous souhaitons au musée dauphinois, avec des artistes du monde entier qui se produisent à l'occasion de ce rendez-vous, qui a lieu chaque année, enfin hors Covid. Donc c'est aussi pour nous un vrai plaisir de pouvoir renouer avec cet événement et avec tous nos partenaires. Je dois dire au passage d'ailleurs que le public revient beaucoup plus qu'à une certaine époque, donc ça c'est aussi un vrai plaisir de retrouver le public pour nos rendez-vous. Donc les détours de Babel, ce sont 2 brunchs musicaux, les 27 mars et 3 avril prochains, avec beaucoup de concerts tout au long de ces journées.
Et puis le musée électronique festival qui fait son grand retour au musée dauphinois, on en est ravis parce que vous savez qu'on aime tous les styles de musique, la musique baroque. Dans la chapelle, ça s'y prête formidablement, mais aussi la musique électro. Et ça, c'est au mois de juin avec un beau programme qui sera concocté par nos amis du Périscope. 10 et 11 juin, si mes sources sont bonnes pour ce festival de musique électro au musée dauphinois. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ces expos, je vous invite également à regarder en replay l'émission Visite guidée, réalisée en partenariat justement avec les musées et Télé Grenoble. Vous pouvez la voir également le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h sur notre antenne. On va rester dans le savoir-faire local. Olivier, vous allez voir avec notre rubrique suivante. Et oui, c'est fait ici avec Clément Leclerc, le fondateur de Gameflow, une jeune société grenobloise spécialisée. Wow, il y a quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans que vous existez? 2016, ouais. 6 ans. Bon, on est jeune à 6 ans. Hein. C'est pas mes invités qui vont me dire le contraire aujourd'hui. Vous nous avez amené quelques... J'ai pris beaucoup de place. Voilà, quelques exemplaires. C'est pas Noël, mais bon, on est preneur quand même. Des jeux que vous éditez. C'est un projet, cette entreprise, qui est née d'abord d'une passion. Vous êtes avant tout un joueur. Tout à fait. Ouais, avec mon associé Roméo, on a cofondé Gameflow en 2016. Et donc nous, on est des joueurs. En effet, on a joué sur beaucoup de supports, tous les supports qu'on pouvait. Donc le jeu de société, bien sûr, mais aussi du jeu vidéo. On a travaillé tous les deux dans le jeu vidéo pendant un temps. Et puis, voilà, le jeu de rôle aussi beaucoup. Voilà, tout type de jeu. Et vous vous êtes dit, on va nous-mêmes créer des jeux. Exactement. Ça, c'est un des premiers que vous avez c'est notre second jeu, celui qui est sorti en 2018. Alors, ouais, attention à l'ouverture. Ça, je l'avais pas J'allais prévenir. Donc oui, Affinity, c'était notre second jeu. Il est sorti en 2018, après Chimère, donc qui était le premier. Je le tenais pas dans le bon sens, en fait, c'est pour ça. Il est un peu particulier au niveau de l'ouverture. Ouais. Je suis moins spécialiste que vous de jeux. Ça, un jeu comme celui-là, c'est vous qui le concevez du début à la fin, qui imaginez les règles, la technique de jeu, etc. Dans celui-là en particulier, oui, puisqu'avec avec Roméo, on est éditeur, mais on est aussi auteur du jeu. Voilà, donc sur ce jeu, on est 4 auteurs. On a écrit ça à 8 mains. C'est un gros travail. Et on est aussi éditeur. Donc éditeur, c'est celui qui va concevoir, on va dire, la partie plus physique, le choix de l'illustration, le choix du matériel, qu'est-ce qu'on y met dedans, quel type de carte, quel type de plateau, quel type de boîte, hein, comme on voit. Une boîte un peu particulière pour celui-là, puisque la boîte permet de piocher. Oui, elle est aimantée. Comme j'ai tout renversé, j'ose plus trop la bouger, mais il y a effectivement des petites cartes qu'on pioche. Alors j'en ai pioché 3 au hasard, hein, et je suis tombé sur la boulangère ronronne, puis s'endort dans mes bras. Voilà, exactement. Voilà. C'est tout à fait le concept du jeu, donc créer des phrases en mélangeant début, milieu et fin. Et voilà, c'est un jeu un peu dans la lignée du cadavre exquis des surréalistes. Voilà, c'était un peu l'idée qui nous a guidés sur ce jeu-là. C'est un jeu coopératif, on va essayer d'exprimer des émotions à travers ces phrases, en fait. La boulangère ronronne, puis s'endort dans mes bras, effectivement, ça m'émeut. Un jeu comme celui-là, il faut combien de temps pour le développer, le concevoir? Alors, on compte maintenant 1 an et demi, 2 ans en général pour un jeu comme ça. Disons que si on part du début de la première idée, de la première ébauche d'idée jusqu'à la fin, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Chimère, notre premier jeu, ça avait été encore plus long que ça. Ça dépend vraiment des physionomies de projet, de comment ça se passe avec l'auteur, parce qu'on n'est pas toujours auteur des jeux. Hein. Là, nos 2 premiers jeux, c'était le cas, mais sur ceux qui vont arriver plus tard, c'est pas le cas. Donc là, il y a aussi une synergie qui se crée entre l'auteur et l'éditeur, le temps de travail, le temps d'échanger, de converger vers le jeu qui nous semble meilleur. Voilà, donc il y a tout ce travail-là. Puis une fois que le jeu, on va dire, est terminé, conçu dans ses règles, après, il y a tout le travail d'illustration, où là, on fait appel à un artiste aussi extérieur. Hein. C'est pas nous qui illustrons. Roméo est le directeur artistique, donc c'est lui qui donne les directives à l'illustrateur, lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Mais par contre, il y a bien un artiste à côté qui va travailler, donc il y a un temps d'échange, un temps de travail avec lui. Puis ensuite, il y a la fabrication, il faut trouver l'imprimeur, faire venir les boîtes. En ce moment, c'est compliqué le transport, par exemple.
Alors là, j'ai un prototype. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Tout à fait. Vous l'avez amené en petite exclusivité. Ouais. Alors effectivement, fabriquer ensuite ce dragon, c'est ça? C'est un dragon d'or. On revient sur les dragons, comme au musée dauphinois. Voilà, dans celui-là, donc c'est la conception de ce dragon, par exemple, ça a été un petit peu de travail. Ouais, là, c'est plutôt l'édition. Donc ça, c'est nous qui avions décidé de mettre dans ce jeu-là. On avait envie, dans cette histoire de ce jeu s'appelle D'or Dragon d'or. Donc il y a un dragon qui dort, et donc notre but, c'est de ne pas le réveiller. Donc on avait envie que le dragon soit présent physiquement sur la table, et si on perd, en fait, on avance la petite bulle et ça lui ouvre la bouche, il se réveille à la fin. Donc voilà, s'il se réveille, c'est mauvais signe. Bon, moi, je l'ai pris la bouche ouverte, donc il est grandement réveillé. Ça aussi, c'est un futur jeu en lien avec un musée de la région. Exactement. Je dis ça peut peut-être donner des idées aux écoles. Mais... L'année des 5 empereurs, oui, c'est un jeu qui est très particulier pour nous, puisque ça a été un appel d'offres qu'on a remporté avec le musée Lugdunum, qui est le musée gallo-romain de Lyon, à la colline de Fourvière. C'est un jeu qui parle d'une période particulière de l'histoire, 193 après Jésus-Christ, donc on a appelé l'année des 5 empereurs. C'est une période où il y a eu 5 prétendants empereurs qui se sont affrontés pour savoir lequel deviendrait l'empereur de Rome à la suite de l'assassinat de l'empereur Commode. Et donc le musée Lugdunum avait une exposition a en ce moment une exposition temporaire qui s'appelle Enquête de pouvoir, et ils avaient envie qu'il y ait un jeu de société qui accompagne, parce qu'ils trouvaient que la thématique se prêtait très bien à jouer. Et du coup, nous, ils ont publié un appel d'offres dans lequel il y avait la volonté dès le départ qu'un éditeur porte sur le marché le jeu créé. Donc le but, c'était vraiment qu'il soit commercialisé. Et donc le projet nous a beaucoup plu. On est rentré dessus en juin dernier. Donc ça a été un jeu où là, la création a été très rapide. Donc c'est assez particulier. Et puis il a fallu ingurgiter le contenu historique de l'exposition. Est-ce que moi, je ne connaissais pas bien cette partie de l'histoire? Moi non plus avant. Mais... Même si 5 candidats qui se battent pour un poste d'empereur, ça me parle un peu quand même. Ça a des côtés un petit peu actuels. En effet, on retrouve, même si à l'époque c'était un petit peu plus sanglant quand même. Peut-être, quoique ça peut... C'est vrai que certaines campagnes peuvent aussi réserver quelques surprises. Votre dernière création, qui est un peu le best-seller, on va dire maintenant, de votre maison, ça s'appelle Ma première aventure. Là, j'ai le dernier exemplaire qui vient de sortir, une série de livres-jeux, présentés. Une collection de livres-jeux, en effet. Oui, c'est le 7e, donc le 7e livre de la collection. On a commencé en 2018 avec Enquête du dragon, qui était le premier qui est sorti en 2018. Et depuis, on en a fait régulièrement. Donc, c'est tous les 6 mois à peu près qu'on sort un nouveau livre dans cette collection. C'est la collection qui marche le mieux, et c'est ça qui nous fait le plus vivre, il faut le dire. Et puis après, ce sont des livres dont vous êtes le héros. Alors le principe, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez adepte des livres qui s'appelaient le livre dont vous êtes le héros. Alors c'était dans les années 80. J'étais fan. Moi aussi, j'adorais ces petits romans où on choisissait toutes les pages, ce qu'on voulait faire, et puis on allait au chapitre suivant. Donc vous avez un peu décliné, on va dire, ce principe, mais pour un livre pour enfants. Voilà, Roméo, donc c'est lui qui a eu l'idée initiale. Il a eu envie de créer un livre dont vous êtes le héros, un livre dans lequel on fait des choix pour les enfants à partir de 3-4 ans, à la base pour faire un cadeau à sa nièce. Et finalement, le prototype pour sa nièce a été tellement bien que je lui ai dit non, il faut qu'on le sorte en fait. C'est une trop bonne idée pour le laisser juste dans les placards. Et donc oui, il a essayé de réfléchir comment on peut adapter ce concept qui est un peu compliqué quand même pour des enfants très jeunes qui savent pas encore lire, pour que eux ne soient pas perdus et puissent quand même faire des choix. Donc c'est ce qu'il a imaginé en découpant le livre d'une manière un peu particulière, en utilisant des petits trous pour comptabiliser les objets qu'on a trouvés dans l'aventure, etc. Et ça marche très bien, les enfants ne sont pas perdus. On le voit là sur cette petite vidéo de démonstration. Les parents sont là pour accompagner, ou les enfants peuvent être autonomes sur ce type de livre? Les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'avec des enfants qui ne savent pas lire, c'est particulièrement adapté de le faire avec eux. Ou soit avec un enfant plus grand, soit avec un adulte. Et ça marche très bien en lecture accompagnée, puisque du coup on va accompagner l'enfant, on va pouvoir discuter ensemble des choix qui sont faits. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Il y a un moment de partage qui est aussi très intéressant. Et après, en lecture autonome, bien sûr, ça marche très bien pour les enfants qui débutent la lecture. Il y a assez peu de texte, il y a beaucoup d'illustrations.
Et du coup, ça donne quand même envie aux enfants de lire et de relire, puisque en fait, selon les choix qu'ils ont faits, ils n'auront pas forcément totalement réussi. Oui, parce que je ne sais pas si on le voit bien là, mais par exemple, je peux choisir en fonction des options proposées. Je vais choisir celle-là ou celle-là, et Voilà. celle du bas, et je tourne la page, Voilà. une seule, et Voilà. l'histoire continue avec Continue l'option dans- que j'ai choisie. Et il y a des choix qui sont plus ou moins bons selon mon oui. personnage, selon les objets que j'ai trouvés avant. Et donc, je ne vais pas toujours réussir vraiment, ou en tout cas pas avoir la meilleure fin possible. Et donc, du coup, peut-être que les enfants, ça incite les enfants à relire. Et du coup, pour les enfants qui débutent la lecture, c'est aussi un bon moyen de se motiver à lire. Oui, puis c'est pratique, on peut le lire plusieurs fois sans avoir la même histoire. Voilà, une bonne dizaine de fois, clairement, pour faire des chemins différents, etc. Inventer le livre recyclable. En tout cas, c'est une belle idée qui n'existait pas sur le marché. Vous êtes Non. creusé un peu la tête pour la mettre en œuvre. Et puis, vous le disiez, ça marche. Plus de 150 000 exemplaires vendus. 150 000 dans le monde, ouais. 100 000 en France. Et oui, plus de 180 000 maintenant dans le monde entier. Puisqu'on est présent dans 13 pays maintenant. Voilà. Donc, par exemple... Il vient d'où celui-là, Olivier et Isabelle, à votre avis? Ouf. Je tricherai en disant Japon. Eh oui, c'est du japonais. Oui. C'est du japonais. On pouvait hésiter entre japonais et chinois. Ça, c'est l'exemplaire, effectivement, japonais. Là, on a les Italiens. Ouais, Là, on a les Allemands. tout à fait. Bon, eux, ils n'aiment pas le vert, donc... Ils ont mis du bleu. Ils ont mis du bleu. Et puis ça, ils veulent toujours aussi faire un peu différemment. C'est l'édition américaine. Voilà, ils ont avaient besoin d'une grande boîte. Hein. Le livre Voilà. Et dans une boîte. est à l'intérieur. Vous n'avez pas peur qu'on vous pique l'idée parce que c'est vrai que maintenant qu'elle existe, on se dit, bah oui, évidemment. Qu'on nous pique, qu'on s'inspire de nous, oui, c'est possible. Et puis, quelque part, c'est aussi une rançon de la gloire, on va dire, entre guillemets. Hein. De toute façon, les bonnes idées sont toujours un peu copiées. Voilà, nous, on en a 7 sur le marché. On a montré qu'on était capable de raconter des histoires qui plaisaient aux enfants. Voilà, on espère aussi que notre renommée nous permettra de continuer à vivre. Mais oui, on peut toujours nous piquer l'idée, entre guillemets. Vous resterez les précurseurs, comme on a été les premières pistes cyclables ou le premier Voilà. maillot jaune. On sera les premiers avec ce type de livre. Ma première aventure, c'est le nom de la série. On la trouve un peu partout aujourd'hui. Alors, très bien distribué dans les boutiques de jeux, puisque nous, on vient du monde du jeu de société, et maintenant présent dans les librairies potentiellement. En tout cas, les librairies peuvent toutes le commander, normalement. Mais elles ne l'ont pas forcément présente sur place tout le temps. À Grenoble, oui, mais dans d'autres villes, pas forcément. Comme on parle en priorité aux Grenoblois, ils trouveront, c'est une bonne idée de cadeau pour les enfants, très original. Vous êtes joueur, Isabelle, Olivier? Moyen. Moyen? Ouais, c'est pas trop. Vous n'êtes plus trop dans la tranche d'âge, là, c'est 4-8 ans. Mais j'aime bien jouer. Ouais, je pensais à mes enfants là, hein, en regardant ça. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais, à mes petits-enfants aussi, ils adoreraient. Et ben voilà. On va rester un peu dans l'univers du jeu, parce qu'un concours de Miss, ça peut aussi relever de cette thématique. Effectivement, un sacré challenge. Eh oui, Isabelle Année qui est avec nous, originaire de Saint-Égrève. Hein, Non, de Rion. Je suis une Ah oui. Auvergnate. Vous êtes auvergnate d'origine, mais vous vivez... Ça fait 26 ans que je suis sur Grenoble. Ouais, comme nous tous, on est tous à peu près exportés de quelque part. On peut donner votre âge, Isabelle? Ouh, ah. Oui, bah oui. Bon. C'est-à-dire? 56 Je préfère que ça ans. vienne de vous, après on va me le reprocher. 56 ans, alors effectivement vous ne les faites pas, ça c'est déjà la première chose. Si je parle de votre âge, c'est que vous êtes mannequin senior. Voilà. Alors je ne sais pas à partir de quel âge on emploie le terme senior. Dans Mannequin cette senior, origine. ça commence quand même plutôt à 50 ans. Vous êtes déjà un mannequin senior expérimenté. Vous avez démarré cette activité de quelle façon? Alors moi, ça a été, en fait, je suis modèle photo depuis de nombreuses années. Et c'est un photographe qui m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas comme mannequin senior? Moi, je ne connaissais même pas. Donc je me suis inscrite sur un casting, notamment pour être Miss Color Picture International 2018. Et le lendemain, on m'a répondu et on m'a dit, présentez-vous. Donc je me suis présentée. Et à la suite de ce concours, j'ai été première dauphine. Donc j'ai été très contente déjà. Et après, j'ai fait d'autres castings où j'ai notamment été prise pour la série 2 des Rivières Pourpres, donc avec Olivier Marchal, où j'étais silhouette. Également, j'ai joué dans Les Égarés du Carrefour, qui a été tourné à Grenoble. Et puis après, j'ai joué aussi dans une émission d'Evelyne Thomas, où j'ai fait
Voilà. Et puis, j'enchaîne en ce moment les concours. Et là, je suis très contente. J'y croyais vraiment pas parce que je me retrouve avec que des jeunes de 20-30 ans. Il y avait 4 seniors et j'étais la seule sélectionnée donc pour Miss France 2022 esthétique. Et je suis très fière parce que c'était un parcours où il fallait déjà la présélection, la demi-finale et la finale. Donc, je suis finaliste. Et elle se fera le 27 février à Paris, à la Cigale. Et là, j'ai la chance de partir avec les 30 finalistes au Portugal. C'était un voyage d'intégration. Pour préparer le concours. Voilà, pour préparer le concours. Ah oui, donc c'est du sérieux. C'est du sérieux. Ah bah oui. C'est comme parce Miss que France où elles partent en général à Tahiti quelques jours. Non, c'est du sérieux parce qu'on a eu un QCM de 100 questions en 10 minutes. Et moi, ça a été au secours parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté le domaine de l'école. Donc, j'ai révisé. Hein. Parce que contrairement à d'autres concours, je parlais de Miss France où il y a plein de critères, où il y a une limite d'âge également pour concourir. Celui-là, il est ouvert à toutes les femmes. Hein, je dis merci à Miss Esthétique parce qu'il est ouvert à toutes les femmes, de toute origine, de toute morphologie, qui soient tatouées, qui aient des piercings, qui soient fortes, petites. C'est ouvert à tout le monde, qu'ils soient jeunes, moi comme moi, qui ai 56 ans. Toutes les femmes, je les invite à y aller. Et quels vont être les critères de sélection alors avec une sélection aussi large? C'est surtout la personnalité qu'on regarde, le vécu de la personne, et puis après effectivement le physique, comment la personne est, voilà. Et dans ce concours, il y a aussi la possibilité de pouvoir voyager, de partir au Portugal et d'avoir déjà en tant que finaliste 1 500 € de cadeaux. Et après, dans les 5 finalistes, on a donc 4 000 € en cadeaux. Et la finaliste, elle a le summum de cadeaux, voyage aux 4 coins du monde, 1 an en tant qu'influenceuse. Enfin, c'est le paradis. Et puis, quelque part, moi, si je fais, c'est un rêve de petite princesse. Hein. Quand j'étais toute petite, je rêvais d'avoir la couronne. Donc, à 56 ans, pourquoi pas, hein. Donc, moi, franchement, j'incite toutes les femmes qui ont des rêves d'aller jusqu'au bout. Et vous parliez du parcours de vie. Elle n'a pas toujours été simple, hein, votre vie, notamment physiquement. Là, on voit des photos aujourd'hui très belles avec des robes, etc. Ça, c'était Madame France 2019, parce que j'ai fait aussi Madame France 2019 et Madame France 2021. Bon, je n'ai pas été sélectionnée pour Madame France 2021, mais pour le coup, j'ai dit, tant pis, allez, on continue. Et c'est là que je me suis présentée pour Miss Esthétique France 2022. Donc, oui, mon parcours, c'est pas facile parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai malheureusement eu un problème à la thyroïde. Donc, j'étais quelqu'un qui a fait 135 kilos. Donc, une bataille très, très, très difficile à mener. C'était par rapport au regard des gens, tout ça. Puis quand c'est pas notre faute, puisque en fait, c'était un nodule à la thyroïde que les médecins ne se sont pas rendus compte. Et en fait, on a réussi à le trouver. On a donc enlevé le nodule et il m'a fallu quand même de nombreuses années avant d'arriver comme ça. Après, je suis une femme qui adore les challenges, donc ça a été quand même un challenge, mais sportive. Donc je pratique la boxe, le yoga aérial, je fais de la via ferrata, je fais du ski alpin, je suis très, très, très bouge-bouge. Et c'est vrai que le yoga aérial, c'est super. Je commence à pratiquer dans une école de cirque. Et étant une ancienne gymnaste, j'adore ça. Mais il faut être très souple. Et j'avoue que je fais encore le grand écart. Et pour la petite anecdote, quand je suis passée devant le jury dimanche, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était le yoga aérial. Ils ne connaissaient pas. Je leur ai dit, c'est des figures sur un tissu aérien et tout. Et ils m'ont dit, vous pouvez nous faire quelque chose? J'ai dit, OK. Je leur ai fait un grand écart devant. Donc, je ne sais pas si c'est le grand écart, mais je suis passée. Ça a pu jouer. Donc, voilà, non, franchement, j'invite vraiment toutes les femmes qui croient en elles, que quelque part, même si on a plus de 50 ans, on est encore belle, on est encore jeune dans notre tête. Les petites jeunes, il n'y a pas qu'elles. Hein.
Bah, moi, je répercute ce message avec plaisir, parce qu'on est plutôt de la même génération que celle des petites jeunes que vous évoquez. On vous souhaite bonne chance. On sent que de toute façon, là, vous êtes bien motivés pour ça. Ça donnera peut-être un éclairage supplémentaire à votre carrière par la suite. Moi, je lance une petite annonce. Donc, si des agences sont intéressées par mon profil, moi, je suis ouverte à toute proposition. Et ben voilà, on a vu les photos, vous contactez Isabelle Hanné sur les réseaux sociaux, elle est très présente notamment sur Instagram. Exactement. Et ben voilà, bonne chance Isabelle. Merci beaucoup. Il nous reste quelques instants pour finir cette émission. Avec quelques bons plans pour finir, je commence par vous, parce que vous aviez la parole. Moi, je propose Justin Mélan, qui est une boutique de prêt-à-porter très fashion et qui est très très sympa. Allez-y, foncez, c'est la caverne d'Ali Baba. Bon, c'est 6 rue des Aiguinards à Mélan, cette boutique. Voilà, pour un bon petit plan mode. On n'a pas eu le temps d'en parler, Olivier, puisque je parle de mode, mais il y a une expo sur les gants de Grenoble qui se prépare au musée dauphinois. Oui, nous mettons la dernière touche à cette exposition qui sera inaugurée le 24 mars. Exposition qui s'appelle Fait main, quand Grenoble gantait le monde. Bon, on aura le temps d'en reparler une fois qu'elle sera en place. Clément, un bon plan qui tourne autour du jeu, évidemment. Ben oui, le Café des Jeux à Grenoble, du coup sur un quai Stéphane G, je crois. Donc sur les quais de l'Isère, en face de la Fontaine au Lion, mais de l'autre côté de la passerelle. C'est un bon endroit pour jouer, mais aussi pour manger, parce que Eric, le cuistot, est très, 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 très doué. Et donc tous les midis, il y a 3 plats différents. C'est très bon. On y trouve vos jeux au Café des Jeux ? On peut y trouver mes jeux, bien sûr. Ouais. Nos jeux, ils y sont. Il manquerait plus que ça. Et puis vous voulez donner un petit coup de cœur à un musée. Alors c'est pas le musée dauphinois, c'est... Non, c'est un autre musée parce qu'il a ouvert récemment et que j'avais été invité pour l'inauguration. C'est le musée Champollion à Vif, qui a été ouvert l'année dernière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant parce que Champollion, on connaît un petit peu la découverte le déchiffrage des hiéroglyphes, mais on ne sait pas trop exactement sa vie. Et là-bas, on voit un peu sa vie puisque c'était une des maisons dans laquelle il a vécu avec son frère. Bon, Olivier ne sera pas jaloux parce que c'est un peu la même maison quand même. Exactement, c'est un musée départemental et ça vaut le coup, absolument, je suis de votre avis. Dont l'entrée est gratuite. Dernier petit bon plan pour vous, Olivier. Alors moi, je voulais sortir des musées là. Oui, de Grenoble aussi. Le Royan, c'est une région que j'aime beaucoup. Ma famille en est originaire. Là, on voit Ponton-Royan, avec ses maisons la Bourde, les maisons suspendues qui sont magnifiques. Et puis, on y mange bien aussi dans le Royan. La raviole, entre autres, mais pas que. Et puis, vous avez des éléments de patrimoine très intéressants en dehors de Ponton-Royan. Le château des Dauphins à Beauvoir, en tout cas ce qu'il en reste, avec un site très, très beau, le couvent des Carmes, le village de Saint-André-en-Royan qui est un peu en dehors des sentiers battus, mais qui vaut vraiment la peine aussi. Bon, voilà, c'est à une demi-heure de Grenoble, mais on n'y pense pas forcément d'aller de l'autre côté du Vercors pour découvrir ce petit coin de l'Isère. Merci à tous, bonne continuation. Merci. Dans vos projets. Nous, on se retrouve très vite pour une autre émission. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.